Wesh, renard. Ça va la forme? Quoi? On est là, hein? Si je te ferai 20 € ou pas? De ouf? Faut faire quoi? Wesh! C'est quoi cet endroit de fou là? C'est le métro du futur, ça, gros. Ah là, attends-le là, y'a un truc chelou. Eh mais gros, moi j'ai déjà vu ce genre d'artefact. Comme dans le sarcophage à Toutankhamon. Tu penses qu'on peut gratter un billet avec ou pas? C'est archi possible, gros. On est archéologues amateurs. On va au Louvre, là. Ah ouais? Et ça se passe bien? Bof, parce qu'en fait, il y a plus de temps pour Paris, donc... On a faim? Bonjour Martin Jova. Salut. Donc, du coup, déjà merci de répondre à ce petit questionnaire. Vous êtes venu pour la classe ouvrière, c'est du cinéma. C'est pas du cinéma? C'est pas du cinéma. Voilà. Et juste peut-être pour commencer, pourquoi on va dire est-ce qu'on vous a justement fait venir? C'est une excellente question. C'est une excellente question, je saurais pas te dire en fait. Moi mon film, enfin même plus largement mes films, je dirais pas qu'ils montrent la classe ouvrière, tu vois. Moi je suis un fils de la classe moyenne en fait. Hein. La classe moyenne, moyennement classe, comme dit Orelsan. Là, je crois que la thématique de la discussion de ce matin jouait un rôle assez important dans l'invitation que j'ai reçue. C'était décentraliser, filmer des nouveaux territoires de cinéma. Et effectivement, moi, mon gros truc, je dirais une des particularités des films que j'essaye de faire, c'est de tourner dans ma Seine-et-Marne natale. Donc dans des endroits un petit peu... mi-urbain, mi-un peu, c'est déjà des champs, c'est la Seine-et-Marne, mais c'est encore un peu le 9-3, tu vois, c'est ce drôle d'endroit autour d'une ville qui s'appelle Chelles, dans laquelle j'ai grandi. Et un peu comme un réalisateur que j'adore, Bruno Dumont, qui filme toujours au même endroit, tous ses films, à peu près. J'ai oublié le nom, mais en fait ça va me revenir. De quoi? Le nom de l'endroit où il tourne. Justement. Ah, la côte d'Opale. La Côte d'Opale, ouais. La Côte d'Opale, ouais, il tourne tout le temps là. Mais en fait, j'ai bossé avec un gars qui fait la décoration sur ses films qui m'a dit, il sort de chez lui, il dit ouais, je veux pas faire plus de 10 minutes de bagnole en sortant de chez moi avant de trouver le lieu de tournage. C'est ça son truc. Et bon, moi j'avais pas le permis donc je pouvais pas faire cette recette. J'ai fait peut-être avec des bus, tu vois, ou des RER. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'a inspiré beaucoup les endroits où j'ai passé ma vie, quoi. Et que c'était peut-être la matière première des histoires que j'avais envie de raconter. Alors bien sûr, je fais pas non plus des films sans personnages, hein. Je filme pas que des paysages, il y a aussi bien sûr les gens que j'ai rencontrés dans ces endroits, mais pour moi les deux sont tellement connectés. Donc c'est un peu ce que j'ai raconté ce matin dans un échange assez long en fait, qui a duré quasiment 3 heures. Non, j'exagère trop, 2 heures. Super riche, super intéressant, avec 2 autres cinéastes. Notre particularité, c'est qu'on a tous les 3 présenté nos films à l'Acide, tu vois, donc à Cannes. Moi, c'était il y a 2 ans, bientôt 3. Pascal Tagnani qui a fait Icomété, c'était il y a 4 ans. Et Hélène Milano, c'était cette année, elle a fait Château Rouge. Donc on était tous les 3 invités, j'ai vu leur film, j'ai adoré. Donc j'étais très fier, tu vois, de faire partie du petit trio. Et on a chacun des visions graves différentes, des façons de bosser des trucs qui se rejoignent aussi parfois. Et donc c'était grave intéressant, tu vois. Ok. Parce que du coup, juste pour revenir un peu sur ton parcours, toi, t'as pour l'instant réalisé un long métrage qui est sorti. Ouais. On a un deuxième qui arrive, on Ouais. en parlera à la fin. Et du coup, toi, t'as commencé avec un premier court métrage, il me semble, qui s'appelle Le Son de la Veine. Ouais, alors Le Son de la Veine, c'était pas mon premier film, c'est mon premier film produit. Et c'est mon premier film que j'ai fait qui a fait des festivals, tu vois, et qui a été à la télé et tout. Parce que, en fait, avant ça, j'avais fait 3 courts métrages. Mais le truc, c'est que juste, personne ne compte parce que personne ne l'a vu, personne n'a diffusé, donc c'est des trucs. Plus que moi, amateur. ouais, c'était en autoproduction. Mais tu vois, c'est quand même des films que moi j'aime beaucoup et dont je suis très fier. Même si j'avais pas d'argent et tout, honnêtement, j'avais posé les bases d'un univers, d'un truc hyper personnel et que j'ai continué à construire maintenant, mais c'était déjà ce que je fais, quoi, tu vois, c'était déjà mon univers, ma façon de filmer, mes persos, mon ton, mes blagues, quoi, tu vois. Et moi, j'adore ces films, j'en suis super fier. Et c'était Les Vacances à Chelles et Moselle, c'est 2 courts-métrages que j'ai fait en autoproduction. Le Sang de la Veine, premier court-métrage produit, j'ai tourné en 2020, et en fait j'ai tourné Grand Paris le mois d'après. Mais le truc c'est qu'ils sont pas sortis au même moment, donc ça donne l'impression que ça s'est étalé dans le temps. Pas du tout, j'ai tourné tout en un mois en fait. C'était en 2020, en août 2020, Le Sang de la Veine, septembre 2020, Grand Paris. Et notamment par rapport à Grand Paris, c'est là où vous avez rencontré William Legbill. Alors, j'ai les classiques, le Neymar, le Cristiano, mais il y a aussi le Mbappé. C'est Thundersteak Boursin. Sinon, il y a les signatures. Le professeur, c'est double steak, fromage, escalope, sauce barbecue. Le 180 fariné ou en galette, le radical, il m'en reste un. C'est steak cordon bleu.
Il y a un viande hachée, sinon il me reste des tenders, et puis sinon il y a toutes les sauces algériennes, Biggie, Mayo, Valéry Giscard d'Estaing, Samouraï, etc. etc. Et William, je l'ai rencontré, j'ai tourné le Sang de la Veine avant avec lui. Il joue un des rôles principaux du Sang de la Veine. Et en fait, nous, on s'est rencontrés sur un tournage d'un réalisateur qui est devenu bordelais entre-temps, qui s'appelle Benoît Forjard, qui avait tourné 2 films, 2 longs métrages et plein de courts métrages, trop bien. Je conseille de regarder tous ces films, c'est de la comédie, c'est super drôle, c'est super original, il est trop fort. C'est mon mentor un peu, Benoît Forjard. Et lui, il m'avait pris en stage sur son 2e long métrage qui s'appelle Yves. C'est l'histoire d'un gars qui devenait pote avec son frigo doté d'une intelligence artificielle. Ah oui. Voilà. Moi, j'étais stagiaire sur ce film et j'ai rencontré William qui jouait le rôle principal. Et en fait, on est devenus assez potes pendant le tournage qui était long, qui a duré genre 40 jours. Donc t'imagines, à se croiser tous les jours. On avait à peu près le même âge, on s'est bien entendu. Et donc on est devenus potes. Et quand j'ai écrit Le Sang de la Veine, je lui ai proposé, il a beaucoup aimé. Il m'a dit direct qu'il était chaud de le faire. Et je lui avais aussi écrit un rôle dans Grand Paris. Pareil, ça le faisait délirer en fait, d'être sur un tout petit film un peu à l'arrache et tout, un peu... Parce que lui, il tourne de ouf en vrai, et il joue dans plein de films, des fois des films avec des gros budgets et tout, et là il était dans ce petit truc presque amateur, et je pense que c'est excitant aussi pour des comédiens qui ont pas l'excellence de revenir à un rapport presque enfantin en fait, tu vois, à la fabrication des films. Et aussi on est super potes, et je crois qu'il aime bien ce que je fais, moi je suis fan de lui, donc on s'est bien trouvés, tu vois. Voilà. Et justement, pour revenir à Grand Paris, il n'y a pas eu de Grand Paris avant, il y a eu le Grand Paris Express. Grand Paris Express, ouais. En fait, ça, c'est un peu une douille de financement. C'est que moi, j'essayais de faire mon long et j'arrivais pas. Et entre-temps, j'avais déjà essayé de produire une version plus courte. Et ça stagnait. Et à un moment, ça s'est débouché. J'ai réussi à avoir un peu d'argent pour faire le court. Sauf que moi, je voulais faire le long maintenant. C'était mort le court, c'était fini pour moi. Sauf qu'en fait, c'est la seule technique qu'on a trouvée pour pouvoir faire le film. C'était de prendre l'argent du court, de faire le court, mais en même temps de faire le long. Donc en fait, j'ai tout tourné. Et ensuite, j'ai monté un film court, Grand Paris Express, qui est sorti, qui était un pré-achat Arte, donc qui a été diffusé sur Arte assez brièvement, qui a été à Clermont-Ferrand, festival, compétition, donc moi c'était génial pour moi, c'est la première fois que j'allais à Clermont. Le plus grand festival de court-métrage du monde. Ouais, c'est ça. En fait, Le Sang de la Veine, donc le film que j'avais fait, il était à Clermont-Ferrand l'année d'avant, mais c'était pendant le Covid. Donc il n'y avait pas eu d'édition, donc j'étais à Clermont, mais j'étais pas vraiment à Clermont. Là, Grand Paris Express est à Clermont en compète, j'y vais, c'était trop bien. Mais directement après, on est en mode, nous maintenant c'est long, donc pof, on laisse tomber, on passe à autre chose, on continue de bosser sur le long métrage, on met un peu sous le tapis le court métrage, et on revient l'année d'après à Cannes, à l'Acide, dans la sélection de 2022 de Cannes, et trop bien, enfin tu vois, énorme réception, on trouve un distributeur, on sort en salle plusieurs mois après, et super presse. Les gens vont te voir un peu, moi je tourne partout, on m'invite dans plein de villes à venir le défendre. Alors bon, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où personne vient et je me dis ouais c'est chaud. D'autres moments où la salle est vraiment comblée, les gens sont trop contents, il y a de l'ambiance et tout. Donc tu vois, comme une expérience que j'ai adorée. Par contre j'ai pris 14 kilos. Parce que tu fais que de bouffer gratos, resto, le petit coup de pinard, le machin, le petit déj gratuit à l'hôtel, tout ça c'est dur. Donc voilà, c'est des trucs en vrai, c'est des trucs qui font partie du métier. Mais la vie que je rêvais en vrai, être invité, défendre son film, faire des rencontres, magnifique. Moi personnellement, j'avais découvert le film au FIFIB, dans la sélection contrebande, et justement par rapport à ça, le contrebande c'est un peu ce qui caractérise ton film, parce qu'à la fois t'as un peu filouté pour faire donc du coup le long métrage via un court métrage, mais en plus de ça, t'avais pas forcément d'autorisation de tournage. J'avais aucune autorisation de tournage. Nous donc on avait presque pas de thunes, on avait un budget de court pour faire un long. On n'avait que 15 jours de tournage, on était genre 12 dans l'équipe. Tu vois, il y avait 2 régisseurs, une meuf, ma pote Marie Morgan, qui faisait maquillage, costume, accessoires et déco en même temps. La meuf toute seule. Une assistante réalisateur, ils étaient un électro, une assistante cam et un chef-op, 2 au son. Pas de script, moi, mon collègue comédien et je crois que c'est tout, tu vois, genre on était 10, 12. On a fait le film comme ça et on n'avait pas de thunes et on a demandé aucune autorisation de tournage en fait. Donc on tournait dehors, en plus en plein Covid, entre 2 confinements, couvre-feu, on était dehors, les flics qui venaient, on sortait des douches, genre qu'on était en cours d'art plastique, on faisait Ouais, je faisais un exercice pour les cours, un devoir, je sais pas quoi. Après, en fait, vu que c'était le confinement, justement, les gens sortaient pas trop, donc on n'avait pas tellement d'emmerdes et on allait vite, on arrivait sur un décor, on faisait notre scène, on repartait direct, très peu de plans, très peu de prises,
C'était un bon rythme en fait, ça marchait bien, c'était léger, c'était fluide. Vu qu'on n'était pas nombreux, on allait vite en fait, tu vois, pour se déplacer, pour se retrouver. Il n'y avait pas de galère de parking, de machin, je sais pas. Et ouais, on a fait le film comme ça, comme des pirates. Donc c'était marrant d'être dans la sélection contrebande du film. Clairement, ça correspondait bien au film. Notamment, moi je trouve au ton du film, tu vois, à l'ambiance, mais aussi à la façon dont on l'a fabriqué. En fait, les deux se rejoignent parce que dans le film, il y a une espèce d'aventure. Et nous, le tournage, c'était aussi une aventure, quoi. Surtout qu'en plus, vous filmez aussi beaucoup de nuit, ça se passe de souvenirs sur. Une grande partie du film se passe sur quasiment 24 heures. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ouais, ça a aussi, je pense, dû à la fois aider pour pas qu'il y ait trop d'emmerde avec les gens, mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas trop de police. Et puis les raccords, et puis moins de costumes, et puis moins de trucs, tu vois, ça facilite vachement les choses. Et oui, ça nous permettait d'être assez rapide et efficace, effectivement, sur le tournage, ouais. Mais du coup, il y a quand même eu, j'imagine, un taf quand même de choix de décors et même. Est-ce qu'il y a des décors du coup que tu voulais, mais tu as senti que niveau sécurité, ce serait vraiment trop la merde? Je m'en foutais. T'en foutais, ok. Non, j'ai fait des trucs. Je mettais l'intérêt artistique avant tout pour te dire, genre, il y a des endroits où on a pété les cadenas à la pince, tu vois, on a tourné dans des endroits où les flics ils venaient, on leur sortait des douilles, ils nous faisaient partir, on disait on finit la scène, on restait une heure de plus, ils revenaient, on se barrait, enfin, on a fait des dingueries, tu vois. Non, moi je voulais filmer. Je trouvais qu'il y avait une énorme richesse en fait autour de la ville où j'ai grandi, en banlieue parisienne. Je trouvais qu'il y avait plein de paysages qui méritaient d'être filmés, plein d'endroits incroyables qu'il fallait montrer dans des films au cinéma. Et ça m'inspirait, ça me donnait des idées de scène, ça me donnait des idées d'aventure, de situations. Et non, je me suis pas restreint. On a tourné dans des carrières, l'accès était interdit. On a passé la journée dans les souterrains. On avait un guide carrément parce que si on se perdait, c'était chaud et tout. Enfin, que des trucs de ouf comme ça, et c'était incroyable comme expérience. Ouais, parce qu'on est dans ce contexte, moi il y a notamment une scène justement dans des souterrains qui se passe avec aussi Sébastien Chassagne. Ouais. Je me suis demandé mais comment ils ont fait pour avoir accès à là sans avoir accès, bon bah voilà. En fait, comme tu dis, il y avait énormément de travail de préparation et de repérage. Et nous, on a visité plein d'endroits en mode urbex. Moi, j'avais déjà entendu parler de plein de spots parce que c'est quand tu traînes avec tes potes dans ta ville, ah là cet endroit il est marrant, on se pose, on fume des gens, on boit des petites canettes, nanana. J'ai des potes qui font du grave, donc vas-y, ça c'est un spot de fou. On est venu avec mon pote là-bas, il m'a montré, il m'amène, je fais oh putain j'avoue c'est stylé, je prends des photos, bah on va venir tourner. Truc comme ça en fait, toute ma vie aussi perso, mon côté un peu galérien, je traîne là-bas cet après-midi, qu'est-ce que tu fais en zone, machin, tout ça, ça m'a servi aussi, c'était déjà des pré-repérages. Après je me suis aussi beaucoup renseigné à trouver des décors, à m'instruire, tu vois, sur l'histoire, sur la géographie du territoire dans lequel je vivais, des endroits que je ne connaissais pas forcément, notamment souvent parce qu'ils ne sont pas desservis par les lignes de bus, et vu que je n'avais pas le permis, moi je suis bloqué, mon chemin c'est que là où les transports en commun ils peuvent m'amener, tu vois. Donc je me suis ouvert un peu à d'autres endroits, j'ai visité de fou, j'ai bien marché, et en fait j'ai découvert des endroits qui étaient incroyables et qu'il fallait absolument que je filme et qui m'ont nourri, qui m'ont donné des nouvelles idées de scène. Notamment un petit lac qui arrive vers la fin. Ouais, bah ça je connaissais exactement, tu vois, je connaissais pas la pyramide de Cergy. Moi j'étais dans un délire de pyramide, de trucs de civilisation antique, de conspiration, je sais pas quoi. Là je tape une liste de pyramides dans l'Île-de-France et je vois pyramide de Cergy-Pontoise, je la vois, je me dis mais elle est incroyable cette pyramide. Franchement j'étais choqué, je la trouvais trop belle et tout. Quand j'ai vu, je voulais absolument les filmer là-bas, tu vois. Donc j'ai écrit une scène qui se passait là-bas. C'est très marrant d'ailleurs parce que je crois que la même année où j'avais vu ton film, tu avais un film de Céline Sciamma qui s'appelle Petite Maman. Ouais, et où il y a aussi ce décor. Je l'ai pas vu, mais on en a beaucoup parlé. Et un autre film, c'est le film de Guillaume Braque, L'île au trésor. Ah oui, mais j'ai vu que son dernier là. À l'abordage. À l'abordage, mais il faut vraiment que je vois parce que j'avais adoré. Ouais. Quand j'ai fait mon film, on me parlait souvent à l'abordage, tu vois, on me disait c'était un peu des jeunes garçons un peu perdus et tout, tu vois, je sais pas. J'ai pas vu en fait moi à l'abordage. Mais oui, parce que pour revenir un peu sur l'histoire, c'est comme tu as dit, c'est quasiment un film d'aventure, mais en banlieue. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on voit pas forcément souvent, surtout qu'en plus ça ajoute un petit côté SF. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est un film de genre ou quoi? Une excellente question. Pour moi, c'est une comédie avant tout, mais il y a un twist quand même où j'y crois un peu, tu vois. J'y crois un peu à la SF, j'y crois un peu à l'aventure. C'est pas juste de la parodie, c'est pas juste pour la blague ou quoi. En vrai, j'y vais vraiment. J'ai vraiment envie de filmer des trucs un peu spectaculaires, avec les moyens du bord, hein, mais quand même, j'y crois, quoi, parce que c'est généreux en fait, j'aime ça, moi j'aime voir ça et du coup j'avais envie de filmer ça, c'était mon rêve de gosse de réaliser ça, de filmer ce genre d'image, de s'inspirer de Spielberg, mais de faire venir l'imaginaire de Spielberg dans les territoires où moi j'ai grandi, tu vois, c'était ça. Donc il y a un twist de genre, après ça reste principalement une comédie. Mais moi justement j'aime bien les films qui sont à cheval entre plusieurs trucs, j'aime bien les films qu'on peut pas ranger dans une seule catégorie, pour moi c'est mes films préférés ces films-là. Ouais, des films inclassables. C'est ça, c'est mes films préférés. C'est les plus durs à faire aussi, parce que c'est un business et les gens ils aiment bien dire bah là c'est une comédie, là c'est un drame, là c'est un film de SF. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les films qui mélangent tout. Les cocktails. Et d'ailleurs, dans le côté comédie, moi, j'ai
eu l'impression qu'il y avait aussi un petit côté stoner. Clairement, Donc un petit totalement, peu totalement. la Jonah Hill. À fond. pareil, c'était des Pineapple inspirations. Express, 21 Jump Street, Frangin malgré eux, Super Grave, tu vois, c'est mes films de chevet, c'est des films qui m'ont énormément inspiré, c'est des films qui me font le plus mourir de rire et qui m'attendrissent en même temps le plus. C'est des personnages qui j'ai l'impression d'être leur cousin en fait, tu vois, mais par-delà l'Atlantique, je sais pas, un ton qui me parle. C'est un truc qui est tellement, je trouve, sensible et tellement plein d'empathie, en même temps tellement drôle, qui va tellement loin dans l'humour, mais sans jamais perdre les émotions des personnages. Et moi j'aime le stoner. On est aussi un petit côté bouffe, mais Ouais, un peu tranquille, ouais. Beauf, oui, c'est ça, populaire, quoi, tu vois. Nous, on aime bien les blagues à la con. Voilà, j'ai un humour parfois un peu bas du front, quoi, un peu niais, et ça fait partie de mon style, mais c'est toujours mélangé, je pense, avec une grande sensibilité, quand même. Ouais, sincérité surtout. Ouais, sincérité. Et moi, le stoner, c'est aussi parce que je fumais à mort des joints quand j'étais plus jeune. Là, j'ai arrêté parce que, bon, maintenant, je suis trop vieux. Non, je sais pas, mais je sais pas, je fume plus, mais en tout cas, à un moment, je fumais beaucoup. Et du coup, ouais, effectivement, un film comme Pineapple Express, ça me faisait délirer. J'ai vu 50 000 fois. À chaque fois que je fumais en joint, j'avais envie de regarder ce film, tu vois. Je déconseille de fumer pour les auditeurs, les auditrices qui nous écouteraient. Oui, fumer c'est mal. Fumer, c'est mal. Fumer, c'est mal, vous voyez. Peut-être aussi parler, alors du coup il y a une personne qui n'est pas présente avec nous mais qui compte aussi beaucoup dans ta carrière, c'est Garance Kim. Ouais, Garance. Salut les filles, ça va? Vous faites quoi là? Vous vous promenez? On discute. Yes. Enfin, on discutait avant que tu nous interrompes, quoi. Ok, ouais, cool. Parce qu'en fait, mon pote et moi, on est posés là vite fait. On doit faire un truc un peu illégal, donc je vais pas rentrer dans les détails. Mais après, par contre, on fait rien du tout. Du coup, si jamais ça vous dit, moi, c'est l'heure du goûter, je paye mon McFlurry. Non, mais on a autre chose à faire, en fait, vraiment. En fait, je voulais pas trop vous le dire, mais c'est mon pote. Il voulait votre snap. Et vas-y, démarre-toi avec tes histoires de meuf. Moi, j'ai la mienne, moi. Tranquille. Tu fais notre snap à toutes les deux, genre? Bah, celle qui veut bien. Ah yes, à celle qui veut bien. Ça fait plaisir, merci. Gros, c'est pas possible, en fait. Ah, de faire la meuf un peu aussi, Vas-y, top. va rejoindre ton pote, là. Tu veux que je te boxe ou quoi? Saoulant, lui. Parce que tu as participé à un de ces courts-métrages qui s'appelle Ville éternelle. C'est ça, on l'a fait ensemble en fait ce film. On l'a fait ensemble totalement de A à Z. Il a eu une super belle vie en festival. On l'a fait avec que dalle en fait, avec notre thune à nous. Et finalement, il a été acheté par Arte. Il a super bien vécu. Moi, on me parle souvent. Les gens l'ont vu quoi, tu vois. Et Garance, c'est une fille hyper talentueuse, une amie très proche. On avait trop envie de faire ce truc ensemble. C'est la première fois que je faisais ça, moi, comme ça, à deux. Et c'est une histoire que j'aurais peut-être pas racontée tout seul, tu vois. Peut-être qu'elle m'a amené vers un truc plus sensible, plus tendre, peut-être plus dramatique aussi, que moi j'aurais pas forcément affronté, ou que j'aurais peut-être pas osé, tu vois, le faire. Et surtout, moi aussi, le truc, moi je trouve ça grave poétique, cette histoire au bord de l'aéroport. Surtout, moi, c'est quelque chose qui me touche personnellement, c'est le côté, le mec qui reste dans sa ville, qui tourne en rond. Et les gens qui partent en fait, et les destins qui prennent des chemins complètement différents. Dit comme ça, ça a l'air un peu nul, mais moi je suis resté très très longtemps dans ma ville natale, dans la même maison, à tourner en rond un peu, et je voyais des gens qui partaient, qui allaient vivre au bout du monde, et j'en souffrais un petit peu. Et puis après je me suis dit qu'en fait c'était moi, c'est moi, je suis comme ça, c'est mon destin à moi, et en fait il y a du beau là-dedans aussi. Et ce film il parle de ça, il parle de plein d'autres choses aussi, et il permet de montrer aussi des paysages périurbains en fait, à la lisière des villes, dans des champs où il y a encore une fois une énorme beauté, quoi, un potentiel plastique de ouf dans ce coin-là de la Seine-et-Marne où j'ai grandi, encore une fois. Et aussi, pour moi, l'intérêt c'était de jouer, parce que je joue jamais en fait. J'adore jouer, mais j'ai aucune occasion de le faire quasiment, à part dans mes films. Et vu que je réalise pas des films tous les 4 matins, là c'était l'occasion de tourner ce film avec Garance, et j'ai adoré jouer ce personnage. Parce que mine de rien, c'est aussi un peu le pendant, plus, comme tu as dit, dramatique de Grand Paris. C'est aussi un petit côté aventure, ou du moins aller d'un point A à un point B avec deux personnages. Il y a le road trip. Et le road trip, voilà, c'est ça. Et il y a quand même un côté aussi poétique, je trouve, dans ton film, dans la manière de filmer les décors. Même. Et ouais, je trouve ça très cool la parenté qu'il y avait. Elle a notamment réalisé un nouveau court-métrage que j'avais pu découvrir au Chichib qui s'appelle Tomber l'amour. Ouais, t'apparaît pas malheureusement. Ouais, là c'est différent là. C'est pas le même registre exactement. Ouais, c'est vrai qu'on a fait ce premier film ensemble, la Garance, mais aussi avec mon chef opérateur, avec une équipe de gens très proches. Tout simplement parce que c'est des gens avec qui j'avais déjà bossé, et que c'est des gens très proches qui acceptaient de faire un truc pas payé, tu vois. Et le second, Garance, elle l'a fait complètement, elle est rentrée dans une autre logique, avec une autre prod, avec d'autres gens, et du coup, c'est vrai que moi, je n'ai pas participé. Et d'ailleurs, tu en parlais justement sur l'acting, donc ce que j'ai pas précisé dans Grand Paris, c'est que tu joues un des deux personnages, Renard. Ouais, Renard. Voilà. Déjà,
est-ce que, bon, c'est un peu bête comme question, mais qu'est-ce que ça fait de à la fois réaliser et jouer? C'est quoi les grosses contraintes qu'il y a et en même temps peut-être les facilités? Mais c'est vrai que tu as raison de dire qu'il y a des facilités, on me le dit rarement, mais en fait il y a plein de facilités à faire ça, c'est que tu es très proche des acteurs. Donc pour discuter de direction d'acteurs, tu es hyper bien placé. Tu dois pas passer derrière, tu vois, l'assistant cam et machin, et venir retirer ton casque et dire bon voilà, je pense ça, repartir et puis creuser les doigts en espérant que ça va ressembler à ce que tu aimerais, tu vois. Non, tu es là, tu es dedans, c'est toi qui le fais, tu vois. Et tu peux discuter avec ton collègue au début de la prise et puis lancer l'action, il n'y a que vous deux qui savent. Et du coup, ça met un truc de complicité, tu vois, de connivence, de proximité vraiment hyper intéressant. Là, je l'ai fait sur mon deuxième long métrage, j'ai tourné cet été, j'étais avec Emmanuel Berco, on jouait un duo, et bah on était un vrai duo parce qu'on était tout le temps à côté, dans la bagnole, dans les trucs, on était tout le temps hyper proches, on avait une relation, il n'y avait que nous deux, tu vois. Et ça, c'est hyper important, je trouve. C'est des complicités que tu peux avoir que avec tes partenaires de jeu. Après, ça implique un énorme lâcher-prise, c'est de faire confiance aux gens. C'est un peu la base de mon métier aussi, tu vois. Moi, j'ai un côté, je suis très présent à toutes les étapes, je sais vachement ce que je veux, je peux être un petit peu, pas chiant, mais directif, quoi, tu vois, genre, je sais ce que je veux, quoi. Et du coup, en même temps, c'est un travail collectif. Il faut prendre les gens, bosser avec eux, leur faire confiance, aller trouver aussi ce qu'ils apportent eux au projet, qu'ils arrivent à rentrer dans ton délire à toi en apportant leur délire à eux. C'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Et moi, j'avais la chance d'avoir beaucoup travaillé déjà avec mon chef opérateur. On avait fait plusieurs courts-métrages ensemble, donc sur Grand Paris. Je faisais totalement confiance. On avait beaucoup préparé en amont. On savait quel genre d'image on aimait faire. On savait, et moi, je faisais totalement confiance. J'avais pas besoin d'aller vérifier derrière au combo. Attends, remets-la moi. Ok, c'est ça que je voulais. Non, on sait, on se comprend. On a assez bossé ensemble. Parfois, au jeu, j'étais pas trop sûr. Je regardais pour être sûr. Une prise, bon, ok, d'accord, effectivement, je l'ai revue, je la sentais bien quand je l'ai faite, là je l'ai revue, je la trouve bien, on change de plan. Parfois, ça peut être un peu flippant de se dire, bon, je suis pas trop sûr, mais on change de plan. Non, tu prends 2 minutes, tu regardes la prise. Ça pouvait m'arriver. Mais en même temps, je vais pas le faire à chaque prise, sinon le temps de tournage, il est doublé, il faut 2. Et puis aussi, il y avait déjà le stress de pas être sûr de... C'est ça, tu vois. Après, moi, au début, j'étais très stressé d'être mauvais acteur parce que je suis pas acteur. J'avais jamais joué. Et là, j'ai un rôle principal, machin. Bon, j'ai eu du mal. Les 2 premiers jours, j'étais pas trop dans le personnage. 3e jour, je le trouve, paf, comme vraiment la magie, quoi. Et après, je pouvais me glisser sur les switcher. Comme j'appuie sur l'interrupteur, je deviens renard, tu vois. À partir de là, c'était facile. Même là, maintenant, je pourrais redevenir renard si je voulais, tu vois. Et ça, c'est un truc à trouver le personnage. Heureusement, sur mon 2e long métrage, 1er jour, j'ai trouvé direct. Oh, le soulagement, putain. C'est une façon de poser la voix, tu vois. Par exemple, là, je parle avec une voix un poil plus grave que mes personnages. En général, mes personnages, ils parlent un peu plus comme ça, tu vois. Ils ont la voix un peu plus aiguë, ils sont un peu plus jeunes, ils sont un peu moins sûrs d'eux. Tu vois, c'est un peu différent. C'est moi, mais c'est pas vraiment moi. En même temps, je trouve qu'ils ont quand même un peu d'assurance parce que même si ils sont pas sûrs d'eux, j'ai l'impression qu'ils osent quand même se parler entre eux. Et... Ouais. Bah, ils ont un rapport très enfantin, en fait. Ils ont un truc très transparent, très sincère, quoi. C'est quasi une bromance. C'est complètement une bromance. Grand Paris, c'est une bromance. J'adore les bromances. Là, mon 2e film, c'est pas une bromance, mon prochain, ce sera une bromance. J'adore les bromances. Je trouve ça trop beau, en fait. Et bah, du coup, aussi par rapport à ton collègue de jeu qui jouait Leslie. Mamadou Sangaré. Bah, pareil, tu l'as trouvé. C'est aussi une personne qui était proche de toi avant le film ou Pour le coup, je le connaissais pas. C'est un peu le seul gars que je connaissais pas. Je l'ai vu dans la vie scolaire, j'ai trouvé super. Je trouvais qu'il a une vraie présence, une vraie justesse. Ce gars-là, il a une intelligence de jeu naturelle. Tu lui donnes la scène, il la joue une fois, c'est juste, c'est parfait. Il est trop fort. En vrai, il est trop talentueux, ce gars. Et je trouvais qu'il passait super bien à l'écran. J'étais sûr de... Moi, je fais pas passer de casting. J'étais sûr que je voulais bosser avec lui. Je l'ai rencontré, on s'est bien entendu. T'es marrant, voilà, on s'est asticoté un peu, on s'entendait bien. Et c'est en lui donnant la réplique pour faire des essais filmés que j'ai eu l'idée de jouer Renard, en fait. Parce que c'était spontané, en fait. Ça marchait trop bien entre nous. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à avoir l'idée, que j'ai soumise l'idée à mon producteur et on est parti là-dessus, quoi. Tu as aussi beaucoup d'acteurs secondaires, donc j'avais parlé beaucoup de William Neckville, il y a aussi Sébastien Chassagne. Ouais. Et il y a beaucoup d'autres petits rôles qui se succèdent, et là pour le coup, c'est des gens que pareil, tu as rencontré un peu sur le tard. Mais... Sébastien, je l'ai rencontré sur le tournage d'un court-métrage autoproduit que j'ai fait, mon 2e film qui s'appelle Moseb. Et je joue le rôle principal et je l'avais contacté sur Facebook. Et en fait, j'étais dans ses spams et un jour il a visité ses spams, il a vu ça. Ça lui a fait penser à Twin Peaks. C'est un gros fan de Twin Peaks, moi aussi. Il est venu, on s'est rencontrés, il m'a parlé de Twin Peaks, il était chaud et il a fait le film avec moi. Donc on a fait genre une dizaine de jours. C'est un assez gros projet, c'est un moyen métrage autoproduit. Et on est devenus assez potes. On a gardé contact et lui il vient de banlieue comme moi, il adore la SF, puis on s'entend super bien, c'est devenu un ami à moi, tu vois. Et on a fait Grand Paris ensemble, là je l'ai repris sur mon film. J'ai repris tous les gens qui sont dans Grand Paris, ils sont aussi dans mon 2e film. En fait, moi j'aime bien avoir une bande, j'aime bien bosser avec des gens que j'aime, à qui je fais confiance, dont je sais qu'ils comprennent mon univers, qu'ils ont la même façon de jouer que moi. Ça crée une harmonie en fait, tu vois. Et juste ces gens que j'aime et donc j'ai envie de les filmer, c'est logique, tu vois.
Et oui, donc, du coup, par contre, c'était aussi surtout pour les personnages vraiment plutôt secondaires du film. Bah, c'est pas non plus si petit que ça, les rôles de Sébastien et William. Oui, non, dans mais je veux Grand dire, Paris. les autres, c'est dans les rencontres qu'ils font. Ah, les autres, ouais, notamment Garance, qu'on croise dans Grand Paris. Anaïd aussi, Anaïd qui est une super amie à moi et qui j'ai fait. Je crois que là, on va faire notre 6e film ensemble, là, le mois prochain. Qu'elle joue dans mes 2 longs, elle joue dans mon cours Le sang de la veine, elle joue dans les 2 cours de ma copine, Mao Adam, qui faisait Sam et Lola et Mon petit papa, elle jouait le rôle principal à chaque fois. Moi, à chaque fois, je joue aussi dans ces films-là, donc on a fait 6 films ensemble. Ok, d'accord. C'est une super amie, Anaïd Rosam, c'est une super actrice, trop forte. Et bah, justement, on y vient. T'as donc réalisé un autre film qui est actuellement en post-production. C'est ça, ouais. Baise en ville. Baise en ville. Le synopsis m'a tué. Ah ouais, c'est vrai. Je l'ai lu hier pour la première fois. C'est quoi le synopsis? T'as trouvé ça où? Sur Sens Critique, je crois. C'est quoi du coup le synopsis? En gros, hein, parce que je ne sais pas du tout comment expliquer ce film. C'est simple en même temps, mais ça me paraît tellement bête. Finalement, est-ce que le titre résume pas tout? Ouais. Sprite, jeune adulte de 20 ans, revient à Shell après une rupture amoureuse pour payer son permis de conduire et satisfaire ses parents et rejoint Allo Nettoyo, une start-up de nettoyage nocturne dans la région parisienne. Incapable de se déplacer sans permis, il adopte le baise en ville, une technique de sa prof d'auto-école pour passer la nuit chez les filles rencontrées sur une application. What? Mais c'est quoi ce truc de ouf? J'ai jamais écrit ça moi. Ah bon? C'est incroyable. Mais c'est exactement ça, c'est grave bien résumé. Oh putain, tu pourras me l'envoyer? Bah, Parce que j'y pense souvent, je me dis mais comment je pourrais expliquer ce film? Eh ben il y a quelqu'un qui l'a fait à ma place. Ah VNF. Non, c'est pas moi qui ai écrit ça, je te jure. On dirait que je mens et que je m'invente des faux fans ou je sais pas quoi. Non mais vraiment. Parce Je que suis pas au courant. bah, après, il me semble que c'est plus au niveau des. Parce que c'est ce que tu avais fait sur Grand Paris, c'était résumé déjà. C'était un peu faire la J'avais paperasse. un peu bossé sur ça, sur Grand Paris, et j'avais galéré aussi, mais j'étais pas mécontent du résultat final. C'est difficile de résumer en 2 phrases un film, sans trop en dire, en gardant un temps un peu, qu'on comprenne le délire, mais en même temps aussi, enfin, tu vois quand même là, le mec qui veut passer le permis de conduire, bon c'est pas une histoire de malade mental quoi, et j'ai pas inventé l'eau chaude non plus, tu vois. C'est un peu le quotidien des gens. Ouais, c'est ça, c'est grave. En vrai, je me suis dit, tu vois, la vie, la réalité, elle est déjà tellement ouf. Tu vois des trucs tellement dingues et étranges dans la vraie vie que juste prendre un film sur le quotidien et le twister un peu avec un peu de fantaisie, déjà ça c'est une matière de malade. Parce que sur Grand Paris, je me suis lâché, comme je disais, la science-fiction, l'aventure, tout ça, je me suis fait plaisir comme un gosse en fait. Et là j'ai envie d'essayer autre chose, un truc, pas besoin d'extraterrestre en fait pour que ce soit bizarre. Et parce qu'il me semble que là, cette fois-ci, donc, je vois que tu as déjà un distributeur en plus. Ouais, j'ai un distributeur, c'est le Parce que Pape. pour la CID, justement, c'est un peu le principe, c'est que c'est des films qui n'ont pas encore de distribution, qui ont du mal à être financés. En général, ouais, quand même. Mais tous les ans, il y a des films pour les distributeurs et qui passent par la cible. Je crois que l'année dernière, c'était Le Naveu du Poulet qui en avait eu un. T'imagines, Les Navets du Poulet, c'est un gros truc. Hein. Ils ont eu le prix à Angoulême, le César, machin, c'est pas le petit film autoproduit du tout. Hein. Tu vois, là, c'est vraiment comme quoi, hein, ça montre qu'il peut y avoir toutes sortes de films à l'acide. Et Les Navets du Poulet, c'est clairement dans des films qui, déjà même industriellement, sont un peu plus importants. Quoi. Oui. Sortis sur beaucoup de copies, ça fait beaucoup Surtout qu'il d'entrées. était assuré de passer par Annecy, ou d'ailleurs gagné le Cristal. Tu vois le truc, c'est pas non plus. Nous, quand on arrive à Cannes, à Grand Paris, on n'a pas de distributeur, on débarque total. Et même après Cannes, on a mis quasiment 6 mois à trouver un distributeur. Hein. Donc, ouais, effectivement, l'acide. Bah, c'est vrai que là, moi, si je raisonnais, tu vois, moi, de Grand Paris, j'envoie mon film à Cannes, j'aurais les boules que Baise en ville soit pris à l'acide. Parce que c'est un film qui est bien financé, qui a un distributeur très solide, qui a du casting, tu vois, un peu. Voilà quoi, c'est pas un film vulnérable ou fragile du tout d'un point de vue industriel. Le pas qu'ils le sortent, bon, à moins que j'ai vraiment raté mon coup, il va sortir sur plusieurs copies. On a une force de frappe assez différente, tu vois. Ouais. Et surtout, bah, comme tu as dit, là, il y a vraiment un casting qui est peut-être un peu plus vendeur, entre guillemets. Encore que, parce que moi je joue le rôle principal, donc moi je suis vraiment pas vendeur. Après, il y a Emmanuel Berco qui, elle, bon, est une star hein, quand même. William, moi j'adore. Et puis. Michel Hazanavicius. Michel Hazanavicius. C'est un petit rôle, Michel Hazanavicius. Hein. Ouais, on imagine, mais pareil, comment tu. Quand même un. Que ce soit Emmanuel Berco et Michel Hazanavicius, comment tu les rencontres? Alors, les deux rencontres n'ont rien à voir. Berco, c'est vraiment directrice de casting qui appelle l'agente. Et on fait un rendez-vous et elle lit le scénario et on lui fait une offre et machin, une négociation quoi, tu vois. C'est un gros rôle en même temps, donc c'est de la comédie qu'elle commence à faire un peu en ce moment, mais c'est pas non plus pour ça qu'on la connaît à la base. Et elle est trop drôle, elle est trop forte, trop bien dans mon film. Mais pour elle, c'est un rôle, je trouve, ouais, qui est assez intéressant. Michel, en fait, c'est un gars, c'est mon pote, en fait, Michel. C'est devenu mon pote. Je l'ai rencontré à Alès, un festival qui s'appelle Itinérance. C'est un super festival, ils m'ont invité en avant-première pour Grand Paris. J'ai fait 2 séances incroyables, blindées, 200 personnes, ouais, la salle et tout, ambiance de fou. J'ai trop kiffé. Et j'ai croisé Michel, qui était là, invité, je sais pas quoi. On discute un peu et il venait de faire couper avec Chassagne.
Et je dis ouais, grand-père, il me fait ah mais oui, Chassagne il m'en a parlé parce que Chassagne avait tourné dans son film. Ah ok, ça sort quand? Je lui dis le 29 mars, c'est mon anniversaire. Et bah écoute mec, tu vois moi un peu la tchatch et tout, tu vois, je fais bah mec viens le voir et tout. 2 semaines après il sort le film, et bah pas le 29, le 1er avril, je me rappelle, c'est le 1er avril, je vais dans la salle pour présenter le film, j'avais une seule salle à Paris. J'y vais, je vois Michel Hazanavicius, Bérénice Bejo, leurs enfants dans la salle. Et je suis en train de parler, je fais « Oh Michel, ça va, tranquille ?» Tu sais, comme si c'était grave mon pote, alors j'avais croisé qu'une seule fois. Le mec, il rigole, il regarde le film. Le soir même, je reçois un message d'un numéro inconnu. « Ouais, c'est Michel Hazanavicius, j'ai trop kiffé le film, continue comme ça, machin. » Trop sympa, le game donne v'là la force. Et après, plus tard, il m'a renvoyé un message, il me dit « Ouais, tu sais quoi, viens, on va se faire une bouffe avec Chassagne. » On y va, on s'entend grave bien. 2 mois après, je fais ouais, viens, on va bouffer, on se fait un café, machin, on discute. Et moi, j'étais en train d'écrire Bézanville. J'écris le personnage de mon père qui me faisait trop rire. Je vois Jackie au Royaume des Filles, je vois Michel dedans, il est trop bien comme acteur. Je me dis, mais il est trop chaud. Là, je me dis, putain, mais ce serait trop marrant, tu vois. Je lui propose, il me dit, ouais, pourquoi pas, je suis un peu occupé. Le mec, il sortait son film, La plus précieuse des marchandises, compète à Cannes, compète à Annecy. Et entre les deux, il vient faire mon film, tu vois. Le truc trop sympa, quoi. Il a enchaîné le truc. Et juste, on s'entend trop bien, en fait. Genre, il me fait trop marrer, il est trop sympa. On passe des bons moments ensemble, c'est mon gars quoi, tu vois. Et du coup il joue dans mon film, il joue mon papa et on a une scène trop marrante ensemble. Et c'est un mec, c'est un bête de mec. C'est un mec dont je suis fan, mais en même temps, ça c'est quand même je pense une chance, c'est de réussir à être pote avec quelqu'un dont t'es fan. Ben en fait c'est pas impossible, tu vois. Moi j'y arrive un peu. Et là j'ai réussi. Et d'ailleurs ce genre de contact, ça permet je pense, j'imagine aussi beaucoup de rendre la distribution et surtout la production d'un film beaucoup plus facile. J'imagine, ouais. Après, Michel, il est pas du tout vu comme un acteur. Donc c'est pas parce qu'il joue dedans qu'on a réussi à faire le film. Mais ça joue, en fait, tu vois ça, tu vois le casting, tu dis, oh putain, quand même, mais Géraldine Pellas, tu vois, c'est comme ça, des noms, tu fais putain, j'avoue, ça envoie, en fait. Quand tu regardes tout le casting, tu dis, c'est quand même solide, c'est carré. Après, moi, j'ai réussi, en fait, presque à trouver des sources de financement avec mon producteur avant d'avoir le casting définitif. Donc on avait déjà en fait des cartes en main pour produire le film, même sans annoncer Emmanuel Berco. Je crois que Netflix ils se sont engagés sur le film sans savoir qui allait jouer le deuxième rôle quoi. Okay. Ça veut dire qu'en fait le fait que moi je joue le rôle principal, c'était pas forcément un frein. Mais effectivement il y a ce truc de se dire bah non il faut que des stars en fait pour produire des films et ça arrive souvent. Mais moi j'ai l'impression d'être dans un peu un autre truc où c'est plus je sais pas, peut-être plus le fait que Grand Paris il soit assez bien sorti, qu'il ait été remarqué quand il est sorti, c'est une modeste mesure, hein, mais quand même, tu vois, les gens. Ouais, dans le circuit RSS, ça a été quand même. Mais ouais, et en fait, le Pax par exemple, ils avaient vu Grand Paris, ils kiffaient. Donc quand on envoie le scénario, ils étaient en mais ouais, mais grave, on veut grave faire le prochain, tu vois. Et pareil pour les acteurs ou les actrices, des gens qui t'auraient pas trop calculé, ils peuvent voir Grand Paris, forcément ça aide de ouf. Et pareil, les commissions, j'avais pas eu l'avance sur recette, j'avais eu aucune télé, ils avaient entendu parler de Grand Paris, quand on envoie, ils regardent un peu, ils disent ah c'est sympa, ok, on veut voir ce que ça donne avec plus d'argent, avec un truc plus construit et tout. Et du coup, j'ai pas eu de galère. Mais sinon, mec, en fait, tout simplement, je jouerais pas dans mon film en vrai. Je suis pas, tu sais, genre j'ai 2000 abonnés sur Insta, je joue presque jamais, je suis grave pas connu, tout le monde s'en fout de moi, tu vois. Mais parce que aussi, ça fait partie de mon univers. C'est ça l'argument en fait, c'est que moi mes films jouent dedans quoi, et j'ai une façon de jouer particulière aussi. Genre j'incarne des personnages un poil différents, c'est pas tout le monde qui a cette façon de parler, ce machin, ce truc là. Donc voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, même si je suis grave pas connu, c'est un peu un truc, un des trucs originaux du film, tu vois, je pense. Hein. C'est bizarre de parler de 30 personnes, j'avais l'impression d'être hyper prétentieux, mais quand je regarde objectivement le business, j'ai l'impression que c'est un peu ça le truc. Mais tu vois, est-ce que tu as quand même resté un peu la petite économie sur ce film ou au contraire ça a été plus confortable entre guillemets? Ça a été plus confortable parce qu'on a un budget là de 3,5 millions alors que le premier film on est 200 000, même pas tu vois. Donc oui, là j'ai eu plus de temps, des trucs que je voulais tourner dans cette rue, je pouvais la faire bloquer, je pouvais changer des jours en fonction de la météo, je pouvais avoir des décors que j'aurais jamais pu avoir avant et surtout j'avais du temps. Au Grand Paris j'avais 15 jours de tournage, là j'ai eu 41 jours de tournage et j'avais une plus grosse équipe, j'avais un chef machinot, j'avais jamais eu de machinot sur un film, j'avais le script, j'avais un deuxième assistant, plein de trucs qui fluidifient en fait le tournage et qui nous permettent de mieux bosser, d'aller plus loin dans l'intention artistique. Moi en vrai j'aime bien faire un cinéma quand même, je me dis à chaque fois j'essaie de faire comme des cases de bande dessinée et pour ça il faut vachement contrôler, vachement bosser, vachement préparer, faire de la lumière, bien bosser la déco. Tout ça, je pouvais pas trop sur Grand Paris, donc forcément c'était une frustration. Et là, j'ai pu aller plus loin, avoir plus de temps et plus de moyens. Mais j'essaie de garder quand même une petite équipe et de garder tous les gens avec qui j'avais déjà bossé, de bosser de la même façon en fait. De manière très familiale en fait. Très familiale. Garder la même énergie, garder le même truc. J'avais pas envie que d'un coup on reconnaisse plus trop ce que je fais. Je voulais garder ce côté un peu, pas bancal, tu vois, mais
Je trouve que ça a du charme en fait, un film. Puis par exemple, ça s'appuie beaucoup sur mon chef opérateur, qui est pas un chef opérateur professionnel en mode qui fait que ça comme métier, comme film, qui enchaîne les projets. C'est un gars, il a fait les Beaux-Arts de Cergy, il a fait un BTS audiovisuel, on a fait plein de projets ensemble, mais c'est pas un vieux de la vieille, tu vois. C'est un gars, il garde, je trouve, un rapport très ludique, très pas enfantin, mais tu vois, il a vraiment son style à lui. Et ça, je pense, ça donne vachement, ça fait grave partie du style de mes films. Ok, d'accord. Parce que en plus, déjà dans Grand Paris, tu tournes beaucoup en extérieur. Ouais. Je sais que c'est pas forcément très facile de gérer la lumière, notamment les images en extérieur. Et là, c'est aussi un truc que tu as travaillé sur ce film, ou au contraire, tu as essayé d'être plus dans. Enfin, j'imagine beaucoup que non. Tu me dis que tu as voulu garder la même identité que sur Grand Paris. Extérieur, tu peux jamais contrôler. Hein. On a eu des grosses galères de météo là, mais en gros, j'ai essayé de bosser de la même façon. On a un poil plus de temps, donc on pouvait faire un peu plus de lumière, mais je voulais pas que notre façon de faire de la lumière, ça soit complètement différent de ce qu'on a fait jusqu'ici. Je voulais qu'on garde le même style en fait. Juste, on peut mieux travailler ce style. Parce qu'en fait, c'est quand même un truc où on esthétise vachement la réalité, tu vois. Dans Grand Paris, on a de la couleur partout, on a des cadres très composés. Tu sais, c'est pas genre caméra à l'épaule, on chope le truc en mode documentaire, c'est pas ça, tu vois. Donc juste, on a pu aller plus loin dans cette direction. Bande dessinée, pour le résumer en 2 mots, quoi. Bah écoute, merci beaucoup Martin. Bah, merci à toi. Le film n'a pas encore de date de sortie. C'est l'automne 2025 en fait, il est prévu à l'automne. Ça peut un poil bouger en fonction de quand est-ce qu'on le termine, un peu comment les festivals ils l'aiment ou pas, tu vois. Je sais pas, j'espère qu'ils l'aiment, je du bois, mais ça peut un peu changer. Mais à chaque fois qu'on en parle, ils disent automne 2025. Et c'est le Pacte qui sort le film, il s'appelle Baise en ville. Super. Et puis on peut encore découvrir Grand Paris chez soi ou dans Chez des événements. soi, ouais, on peut le regarder un peu en mode streaming, je crois. C'est pas non plus la folie. On peut le pirater en fait aussi. Ça arrive parfois, même si je recommande pas. Et ouais, là je suis à Bordeaux pour le présenter. Il passe en ce moment même à l'Utopia, donc je suis trop content. Il y a des projections parfois de temps en temps, un peu moins quand même qu'à la grande époque où j'étais invité. Mais il y a encore des événements et ça me fait trop plaisir de voir que le film peut vivre encore, parce que ça peut être tellement dur parfois, des films ils sortent au bout de 2 semaines, pof c'est fini. C'est tellement violent en fait. Bah ça c'est un truc qui se passe beaucoup dans les métropoles, mais en plus pour un film qui se passe autant, qui décentralise autant de Paris, j'imagine qu'il y a beaucoup de petits villages, de petits cinémas qui au contraire vont essayer de le récupérer. J'espère, mais moi j'étais assez déçu au moment de la sortie que toutes les villes de banlieue ne s'intéressent pas forcément à ça. Moi on m'a beaucoup dit en fait, c'est un truc, les cinémas réessais en banlieue, leur public, des jeunes, des machins un peu SF, de la comédie, des mecs qui fument des joints, c'est pas pour eux. Ils ont en fait des trucs, vraiment une vision de la réessai qui est CSP+, drame étranger, machin. Christophe Honoré. Ouais, Christophe Honoré, complètement. Moi je me rappelle, c'était quoi? C'était la femme de Tchaïkovski. À l'époque on me disait non, on va pas passer Grand Paris à Bobigny, alors que mon acteur principal vient de Bobigny parce que c'est la femme de Tchaïkovski. C'est un grand cinéaste, bien sûr, mais c'est Rinkoff, mais bon, voilà, à un moment, je sais pas, moi je me suis senti pas tout le temps soutenu. À l'inverse, il y a des salles qui m'ont énormément soutenu. Il faut pas que j'oublie, tu vois, et qui ont fait un travail de malade à Montreuil, à Ivry, à Pantin, plein de salles, énormément, à Noisiel. Moi je viens de Noisiel, je viens de juste à côté de Noisiel, donc la ferme du Buisson à Noisiel, ils ont mis le paquet. Enfin, il y a plein de gens en fait à qui je dois beaucoup, qui ont beaucoup soutenu mon film. Mais c'est pas non plus genre la banlieue, c'est pas emparé de Grand Paris pour dire ouais, ça c'est la nouvelle comédie de banlieue, non, rien à branler. Moi j'étais un peu déçu quand même. Mais ça donne, tu vois, cette déception-là, ces frustrations-là, ça donne aussi du carburant pour se battre, pour faire encore mieux, pour essayer de prouver aux gens qu'il faudrait croire en toi, des trucs comme ça. C'est précieux aussi en vrai. Bah, je te souhaite en tout cas tout le bonheur du monde et une belle. Oh, c'est super niais ce que je viens de dire. Ah, mais c'est trop mignon. Et une belle réussite du justement pour Baise en ville, qu'on retrouvera, j'espère, cet automne. Ouais, j'espère aussi. Ouais. Et merci encore pour ce petit interview. Ouais, merci à toi. De ton temps. Trop bien. Et à très vite. Avec plaisir. Moi j'ai changé d'avis. Je pense que ça vient pas d'ici. Je pense pas que ça vienne de la planète Terre. On n'est jamais à l'abri d'un petit accident quand on s'attaque au gouvernement. Mais on veut juste le bicrave, nous. C'est parti, mon kiki. T'es perdu? Chut. Il y a que des galères toute la journée. Vas-y, je suis fatigué, ma gueule, frère. On peut faire quoi là avec toute ta thune? Mais si t'es un boule de gomme. Allez, tu te prends pour Indiana Jones, c'est ça? Je kiffe Indiana Jones.